Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Smart Future, l'émission des entreprises qui innovent. 1 heure pour découvrir celles et ceux qui inventent aujourd'hui le monde de demain. Voici le sommaire. Quel est l'avenir de la filière du recyclage? Comment l'intelligence artificielle améliore la qualité et l'efficacité de l'économie circulaire? Ce sera le sujet de la semaine. Juste après ces titres, dans Smart Money, on décortiquera le marché de la réalité virtuelle. Elle s'impose dans tous les secteurs d'activité, de l'immobilier au militaire, en passant par la santé ou l'éducation. Smart Connect, c'est notre rubrique, vous le savez, qui nous plonge dans les mutations du e-commerce. Vous découvrirez tout à l'heure comment Wishibam applique ses solutions de numérisation des commerces particulièrement utiles depuis la crise Covid. Et puis dans la seconde partie de l'émission, on va explorer les enjeux de la sécurité dans nos villes de plus en plus connectées, notamment les progrès de la reconnaissance faciale. Mais d'abord, on recycle de mieux en mieux grâce aux robots. Bienvenue dans le futur. Les innovations dans la filière du recyclage et de l'économie circulaire, ou comment l'intelligence artificielle nous aide à trier nos poubelles. Pour en parler, j'accueille Vincent Hippo, le président de Ficha. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour Thomas. Et puis avec nous en visioconférence, Christian Trenel, le directeur général de Team 2. On va vérifier que la liaison est bonne. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bienvenue à vous aussi. Alors, je vais vous demander peut-être de présenter l'un et l'autre ce que vous faites pour commencer. Vincent Hippo, Ficha, c'est quoi? C'est une jeune entreprise déjà? Exactement, c'est une jeune start-up qui se développe sur la filière de la collecte et pré-collecte. Comme vous le disiez, on a un recyclage qui est de plus en plus performant avec des technologies en centre de tri qui sont de plus en plus efficaces. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des vraies problématiques sur les aspects de pré-collecte et de collecte, donc sur notamment le tri des déchets qu'on peut tous être amenés à faire. Et du coup, du côté de Ficha, on a développé une première solution qui vise à augmenter la qualité et quantité du tri. Donc, on pourra le voir à l'image, je pense, mais on a développé, après 3 ans de recherche et développement, le Cocon, qui est un conteneur connecté qui s'adapte aux poubelles de tri et qui va en fait permettre de quantifier la qualité du tri d'un utilisateur. Oui, alors on le voit à l'image, effectivement, ce cocon, comment il fonctionne? Et donc ce cocon, j'arrive, je verse mes déchets dans le cocon, je m'identifie et en fait nous on va être en capacité de quantifier la qualité de votre tri et de vous dire si oui ou non vous avez bien trié, parce que vous avez sûrement, comme beaucoup d'utilisateurs, des doutes sur la qualité de votre tri. Et donc grâce à notre application, on va d'abord vous informer sur la qualité de votre tri et ensuite récompenser ce geste de tri, parce qu'il se trouve que 91% des usagers déclarent qu'une incitation permet de déclencher le geste de tri. C'est quoi l'incitation? L'incitation, on développe des partenariats. Donc, on a notamment très concrètement Biocop qui récompense le tri de nos déchets, Phoenix qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, on essaye de s'entourer de partenaires qui promeuvent une consommation plus éco-responsable pour en fait, à travers le tri, rediriger l'utilisateur vers un mode de vie plus éco-responsable. Alors, voilà, on va en reparler évidemment, mais voilà déjà une innovation. Christian Trenel, Team 2, vous êtes vraiment au cœur de l'innovation dans l'économie circulaire. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Alors, on est un pôle de compétitivité et notre mission est d'accompagner tous les acteurs de la filière et ceux qui produisent des déchets ou qui souhaitent intégrer des déchets recyclés à innover ensemble. Et on les accompagne depuis l'identification donc de leurs projets jusqu'à l'obtention d'une part de financement pour pouvoir les réaliser et jusqu'à l'industrialisation. Donc on est un intermédiaire pour permettre que ces innovations puissent accéder sur le marché dans un délai relativement court, dans un certain nombre de domaines différents. Et alors donc vous êtes vraiment au cœur du réacteur en quelque sorte. Je voudrais qu'on fasse un premier focus sur l'intelligence artificielle. Elle peut, Christian Trenel, elle peut intervenir un peu à toutes les phases du recyclage, l'intelligence artificielle, dans les projets que vous voyez avancer aujourd'hui? Elle devient de plus en plus présente depuis 4-5 ans. Elle devient présente dans les différentes étapes qui conduisent à la fois au recyclage. Et ce qu'il faut avoir comme préoccupation principale, c'est que maintenant on ne fait plus du recyclage pour traiter des déchets, on fait majoritairement du recyclage pour reproduire des nouvelles ressources et des nouvelles matières qui pourraient être réutilisées. C'est ça l'esprit de l'économie circulaire. Et donc le numérique, les robots
sont depuis la toute première phase qui est de caractériser les déchets pour savoir qu'est-ce qu'il y a dedans, comment on peut les réemployer, les réutiliser, les phases de tri et puis les phases de transformation jusqu'au maintenant pilotage intelligent des process de traitement ou de revalorisation, qu'ils soient thermiques, qu'ils soient chimiques, etc., pour avoir la matière la plus performante possible, ou en tout cas la plus proche des résines ou des matières qu'on veut substituer par ces produits issus du recyclage. Oui, Christian Trenel, je ne sais pas si vous avez en tête cet exemple de Suez qui installe des capteurs sur les bennes à ordures pour savoir exactement quand les vider, c'est-à-dire que les capteurs reliés évidemment à une intelligence artificielle permettent de réduire le nombre de rotations de camions. Voilà, on en est à ce point d'efficacité et de détail. On en est à ce point et ça permet aussi de peser à terme de tarifier et puis de vérifier la façon dont le tri a été fait par le particulier, s'il a été fait correctement ou pas. Mais à titre d'exemple, un des acteurs leaders français et même parmi les leaders mondiaux de la caractérisation des déchets, Pélinck qui est dans le sud de la France, maintenant les outils pour traiter et caractériser les déchets sur les scènes de tri, c'est à peu près 10 millions d'informations par seconde que ça prend par des caméras optiques, etc. Donc on voyait, on est dans une croissance extrêmement forte parce qu'on veut bien identifier ce qu'il y a pour bien séparer, pour bien revaloriser. Oui, alors il y a effectivement beaucoup d'entreprises qui sont dans cette démarche. Évidemment, Citeo, qui est un acteur majeur de l'économie circulaire et du marché du recyclage. Vincent Hippo, vous avez été sélectionné dans le cadre d'un appel à projet lancé par Citeo. Alors l'objectif de l'entreprise, c'est d'améliorer le contrôle, le suivi des matériaux recyclés, de la collecte au recycleur final. Bon, c'est assez vaste. Vous travaillez sur quoi, vous, comme solution, dans le cadre de cet appel d'offres ? Alors, effectivement, d'ailleurs, je sors d'un appel avec Citeo juste avant ce plateau. Ouais. Et nous, en fait, on amène l'IA. On fait de l'IA depuis 3 ans maintenant chez Ficha au service de la gestion des déchets. Et nous, on amène l'IA pas sur les centres de tri ou sur les centres de valorisation, mais encore une fois sur les phases amont, à savoir donc la pré-collecte. Le cocon intègre de l'intelligence artificielle et sur la phase de collecte pour cet appel à projet pour lequel on a été sélectionné. Et on se rapproche d'acteurs tels que l'INRIA, laboratoire de recherche en vision, pour accélérer sur ces sujets. Parce que, comme l'a dit votre invité, on se rend compte que ça va totalement métamorphoser le marché du déchet et que cette technologie permet aujourd'hui d'apporter de nouveaux cas d'usage et des contrôles qualité qui vont vraiment... à améliorer tout simplement et fluidifier le reste de la chaîne. Oui, alors là, je vois bien le principe. Si on essaye de rentrer un peu dans le détail, des exemples de ce que l'intelligence artificielle vous fait gagner en efficacité dans cette démarche de tri ? Aujourd'hui, par exemple, dans son local poubelle, on n'a pas ce contrôle qualité, on n'a pas vraiment de retour sur le fait de savoir si on a oui ou non bien trié, qui est un frein pour beaucoup de Français d'ailleurs, ce manque de transparence. Et donc aujourd'hui, nous, on apporte cet outil qui est le cocon, qui intègre de l'intelligence artificielle pour classifier la nature des déchets et indiquer déjà à l'utilisateur la qualité de son tri. Et comment ça marche, pardon de vous interrompre, on met les déchets un peu en vrac. Exactement. Et c'est vraiment la machine qui va reconnaître un déchet organique, un déchet qui peut avoir une valeur, etc. C'est exactement ça. En fait, dans le cocon, on verse tous ces déchets en vrac et on va avoir une classification qui va se faire et qui va permettre de connaître la nature des déchets. Ouais. Ces informations, de les mettre entre les mains des gestionnaires d'habitat. Donc, on travaille avec des bailleurs sociaux, syndics de copropriété, pour qu'eux aussi puissent identifier les éventuelles erreurs de tri de manière collective, mettre en place des actions correctives et également les collectivités avoir une meilleure compréhension de leur territoire. Alors, on va en reparler tout à l'heure, parce que la chronique d'Olivia Hierret-Dobré porte sur une autre solution que vous connaissez peut-être, qui s'appelle la Lasso Loop. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'erreurs de tri. Alors, évidemment, on n'est pas là pour culpabiliser les citoyens, mais... D'abord peut-être parce qu'on s'y perd un peu et puis parce que voilà, on n'a pas non plus un temps de dingue à y passer, donc il y a pas mal d'erreurs de tri. Effectivement, dans l'habitat collectif qui est notre sujet avec Ficha, c'est vraiment un casse-tête la gestion des déchets. On connaît beaucoup les insalubrités dues à des comportements qui sont parfois contestables, mais qui viennent avant tout des fois d'un manque d'information et puis peut-être d'un manque de motivation.
sur le fait de réaliser le tri. Et chez Ficha, cette vision moralisatrice, on veut aller à l'encontre, mettre en avant ceux qui font bien, plutôt que de moraliser ceux qui font mal. Donc on va vraiment apporter aussi cette nouvelle vision des choses. Avec notre slogan, avec Ficha, c'est pas fichu, des éléments. Oui, et puis avec ce que vous disiez, ce côté incitatif, quoi, avec une sorte de récompense et pédagogique. Christian Trenel, justement, je reviens vers vous. Instaurer une taxe, alors là, on va au-delà de la solution Ficha, hein, globalement une taxe incitative sur la gestion des déchets. Est-ce que pour vous, c'est une solution d'avenir, ça ? On voit tout ce qui est taxe pousse à trouver des solutions pour échapper à cette taxe. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec le CO2, qui fait qu'actuellement, si le prix du CO2 augmente, beaucoup d'industriels vont se dire que c'est intéressant et rentable d'investir pour des technologies qui émettent moins de CO2 ou qui fassent de la captation de CO2. Donc, une taxe peut avoir un effet incitatif autant que ça peut avoir un effet, bien sûr, de sanction. Et je pense que c'est ces éléments-là qui ont fait, c'est la réglementation et puis le soutien par des éco-organismes aussi, qui a fait qu'on a une très forte progression sur le recyclage des matières. Donc les taxes ont quelquefois un effet bénéfique, oui. Vous avez labellisé avec Team 2 70 projets, c'est ça, depuis la création en 2010. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a l'un ou l'autre qui vous vient en tête et qui est particulièrement marquant, un peu plus innovant que les autres, si j'ose dire? Il y a beaucoup de sujets. Actuellement, par exemple, il y a un projet qui a été labellisé pour traiter des plastiques, pour augmenter la part de plastique recyclé dans les véhicules automobiles. C'est avec Peugeot, c'est avec Renault. Et donc, ça veut dire qu'ils cherchent à avoir une qualité de plastique, pas simplement pour mettre des plastiques en dessous des moteurs, mais vraiment, par exemple, dans les haillons, dans les pare-chocs ou même dans certaines pièces de motorisation. Un autre gros projet qu'on a labellisé, c'est un industriel de notre région qui est un des gros leaders de fabrication du zinc et qui a réussi à capter dans les déchets du zinc de l'indium. L'indium, c'est ce qui permet, c'est un métal dit stratégique qui permet de faire fonctionner vos iPhones et le toucher tactile pour pouvoir faire bouger vos images et tout ça. Il faut de l'indium. Eh bien, c'est à partir de ces coproduits, il est devenu un des leaders mondiaux de production de l'indium par le recyclage. Donc, des projets comme ça, on en a une foultitude, mais enfin ça, c'est assez emblématique de ce que l'on peut faire à travers ces technologies du recyclage et avec bien sûr l'introduction du numérique pour piloter ces process qui sont de plus en plus compliqués. Vincent Hippo, si on se projette dans cette émission, on aime bien essayer de voir, ce qui n'est pas facile, hein, de voir un peu loin à 10 ou 20 ans. Quelle innovation vous imaginez ou de quelle innovation vous rêvez peut-être ? C'est une très bonne question. Chez Ficha aussi, on réfléchit à cette question. Je n'aurais pas une réponse définie, précise. Mais on voit beaucoup effectivement la robotisation se développer, également la taxation, les tarifications, donc on va avoir une vraie évolution sur les aspects de la loi, mais les aspects technologiques, et je pense que de plus en plus on va tendre vers une automatisation des différents processus, pour soulager aussi des fois les personnels qui travaillent, je pense aux reapers, aux personnes qui travaillent en centre de tri, venir faciliter leur travail au quotidien et puis augmenter les performances. Donc on a l'aspect technologique, mais chez Ficha aussi on paraît beaucoup sur l'aspect sensibilisation, mettre en fait le citoyen aussi au centre de cette démarche, voilà, quand on jette un déchet, essayer de comprendre qu'on est sur un geste éco-citoyen, et voilà, voir tout ce qui va se passer ensuite. Je pense que ça va être les gros défis. Oui, donc ça passe aussi par la pédagogie et l'information. Christian Trenel, vous lancez régulièrement des appels à projets. J'ai vu qu'il y en avait un en ce moment sur le recyclage, le réemploi des batteries. Alors là, l'enjeu, il est évidemment majeur avec l'électrification massive de nos moyens de transport qui a déjà commencé et qui va s'intensifier dans les 10 ans à venir. Quelles sont les pistes en la matière ? Sur les batteries, il y a
quelques grandes familles de batteries. Il y a les familles de batteries dites de la petite mobilité, les trottinettes ou bien les outils portables, sur lesquels là, il y a c'est difficilement réemployable, réutilisable. Mais on a des gisements qui arrivent sur les marchés qui sont beaucoup plus importants que ce qu'on pensait. Et ça peut être une première étape pour se préparer à faire le recyclage des batteries, notamment lithium-ion, pour les futurs véhicules électriques, dont les gros volumes vont arriver aux alentours de 2035 au niveau européen. Donc, sur ces sujets-là, les gros travaux, c'est dans la partie là où il y a les électrodes, ce qu'on appelle la black mass, comment on arrive à récupérer les métaux qui sont les plus critiques. On parle du cobalt, on parle du tantal, on parle d'un certain nombre de métaux comme ça. Et ça, les savoir-faire, ils ne sont pas encore suffisamment pointus pour arriver à les récupérer de façon économique et ensuite à pouvoir les réutiliser. Mais là, c'est le sujet que tous les acteurs de l'automobile commencent à travailler parce qu'ils ont aussi conscience que les matières qu'ils utilisent pour fabriquer les batteries, il faut qu'ils puissent les récupérer pour les réintroduire. Il ne faut pas que ça reste simplement une matière dont la propriété soit la Chine ou la Russie, qui sont là où se trouvent les principaux gisements de ces matières critiques. Oui, c'est aussi un enjeu de souveraineté. Restez avec nous, on va découvrir, comme promis, et grâce à Olivia Hierret-Dobré, cette poubelle qui trie elle-même nos déchets. Horizon 2040, c'est la chronique d'Olivia Hierret-Dobré. Bonjour Olivia. Bonjour Thomas. Bienvenue. Avec un constat pour commencer, c'est pas facile de trier ces déchets. Et oui Thomas, comment savoir dans quelle poubelle mettre son tube de dentifrice ? La verte, la jaune, à moins que ce soit la marron. Évidemment, les couleurs changent selon les communes, sinon ce ne serait pas drôle. Mais et si notre poubelle pouvait choisir à notre place ? Eh bien, c'est la solution proposée par une start-up anglaise et présentée au CES 2021, la Lasoloop. Le principe est simple. Vous déposez un article dans la machine. Elle l'analyse, puis s'il est recyclable, elle le broie et le prépare pour l'élimination. Mais attention, si vous jetez à l'intérieur votre masque, un déchet donc non recyclable, eh bien la machine va vous le renvoyer avec un petit message. Ici, c'est réservé au recyclage. En fait, cette poubelle intelligente sépare automatiquement le papier, le plastique, le métal et le verre. Les articles sont nettoyés dans un bain de vapeur qui va enlever les étiquettes et les restes de nourriture pour n'avoir plus que des déchets propres prêts à être reconditionnés. En fait, c'est comme avoir une usine de recyclage dans sa cuisine. Il fonctionne ce système grâce à l'intelligence artificielle, c'est ça ? C'est tout à fait ça. La poubelle contient une caméra, des capteurs et des algorithmes qui vont reconnaître tout ce qu'on y jette. Elle peut même déterminer si le bouchon d'une bouteille est toujours attaché au contenant. Bon, alors, une fois que ces déchets sont transformés, stockés, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, lorsque la poubelle approche de sa capacité de stockage maximale, vous êtes averti via une application qui suggère des lieux de collecte. Il faudra alors détacher le conteneur de stockage et le laisser à l'endroit indiqué. Des camions pick-up viendront le récupérer et ces matières premières vont être livrées à des fabricants afin d'être réutilisées. Alors, qui l'a créé cette poubelle intelligente et pourquoi ? Alors c'est Aldous X, un ingénieur en mécanique qui est parti d'une étude réalisée par la start-up TerraCycle à New York en 2015. Tout ce qu'on jette dans nos poubelles n'est pas entièrement recyclé. Certains de nos déchets sont transformés en des produits de moindre valeur. Par exemple, une bouteille en plastique est utilisée pour fabriquer du ruban d'emballage et non une autre bouteille en plastique. Pourquoi ? Eh bien parce que la plupart des plastiques ne sont pas recyclables lorsqu'ils sont contaminés par du gras ou de la nourriture. Et c'est pour ça qu'avec son système de tri, nettoyage et de décomposition, eh bien, l'Asso promet des matériaux 100% purs. Est-ce qu'on connaît la date de sortie et puis surtout le prix ? Alors, les premières poubelles devraient être livrées en Angleterre à partir de septembre 2022. Elles devraient coûter 3 000 €, c'est le prix d'un lave-linge professionnel. D'ailleurs, tout comme lui, et c'est son point faible, elle consomme beaucoup d'eau, ce qui n'est pas très écolo. Oui, et puis même le prix, ça me semble être un point faible de départ. Vincent Hippo, qu'est-ce que ça vous inspire ? C'est un concurrent et en même temps, vous êtes quand même assez différent dans ce que vous proposez avec Ficha. Oui, effectivement, nous, on ne vient pas proposer de recycler directement. Encore une fois, on parie sur les systèmes qui ont été mis en place, à savoir des centres de tri et des usines de recyclage. Et donc, plus sur le fait de permettre aux collectivités de remplir leurs objectifs politiques
Mais en tout cas, c'est des solutions qui sont très intéressantes et qui montrent qu'il y a un vrai enjeu sur la gestion des déchets aujourd'hui. Ouais, et que l'intelligence artificielle, on l'a bien compris avec ce débat, était au cœur, au centre de toutes les innovations en la matière. Merci à tous les deux. Merci Vincent Hippo, merci Christian Trenel d'avoir participé à ce débat. On parle du marché de la réalité virtuelle tout de suite. C'est Smart Money. Retrouvez Smart Money au cœur de Smart Future avec eToro, leader mondial des plateformes de trading social. Smart Money, vous le savez, c'est notre chronique qui est consacrée au placement d'avenir avec aujourd'hui Antoine Fraisse-Soulier qui est avec nous en visioconférence. Bonjour Antoine, responsable de l'analyse des marchés chez eToro. Alors vous nous parlez aujourd'hui de la réalité virtuelle. Oui, effectivement. Alors la réalité virtuelle est une technologie qui permet, grâce à un casque bardé de logiciels, de plonger une personne dans un monde virtuel. Alors il peut s'agir d'une reproduction du monde réel ou bien d'un univers totalement imaginaire. Et surtout, la réalité virtuelle ne doit pas être confondue avec la réalité augmentée. La réalité augmentée s'appuie uniquement sur un monde réel avec l'ajout d'éléments virtuels. Alors, la réalité virtuelle à destination du grand public a connu un essor à partir des années 2015 avec l'arrivée des casques et aussi avec les salles de jeux de réalité virtuelle. Alors effectivement, quand on entend ce mot, réalité virtuelle, on pense aux jeux vidéo d'abord. Mais alors, moi, j'ai été surpris en préparant la chronique avec vous. Il y a plein d'autres domaines d'utilisation. Vous pouvez nous faire la liste ? Eh bien oui, effectivement. Alors, il n'y a pas que dans les jeux vidéo, même si l'utilisation des casques de réalité virtuelle est très importante dans ce domaine. Il y a également dans l'immobilier. Vous savez qu'avec l'arrivée du Covid-19, certaines agences immobilières ont proposé dans le domaine militaire également. Cette technologie est utilisée par exemple pour l'entraînement des pilotes de chasse ou des parachutistes. Il y a également dans le domaine de la santé où la réalité virtuelle a été utilisée pour des troubles, par exemple pour traiter des troubles psychologiques ou des addictions ou des phobies. Est-ce que dans le domaine éducatif, on le retrouve aussi ? Je crois que oui. Oui, effectivement, dans l'éducation, les casques de réalité virtuelle, pour certains cours d'histoire ou de géographie, est beaucoup plus captivant qu'un cours classique et c'est utilisé également. Certaines sociétés vont aussi utiliser la réalité virtuelle à des fins publicitaires, par exemple les constructeurs automobiles qui vont catapulter leurs clients à l'intérieur de leur véhicule. Et puis également dans le tourisme, on peut visiter aujourd'hui un musée à l'autre bout de la planète depuis chez soi. Donc à l'heure où la technologie se démocratise, on peut désormais trouver la réalité virtuelle dans presque tous les secteurs. Alors qui domine ce marché ? Eh bien, les leaders, notamment dans la production de casques de réalité virtuelle, sont Samsung, HTC, Sony et Oculus. C'est vrai qu'ils fabriquent essentiellement des casques destinés aux jeux vidéo ou aux applications récréatives. On va trouver également les semi-conducteurs avec Nvidia ou AMD qui fabriquent aujourd'hui des casques tout en un. Bien sûr, comme souvent, les fameuses GAFA sont présentes avec Google et c'est les smart glass qui n'ont pas vraiment fonctionné. Mais Facebook vient de faire son entrée avec l'acquisition justement d'Oculus Rift pour 2 milliards de dollars, qui est un des leaders dans la fabrication des casques de réalité virtuelle. Mais le marché est encore très fragmenté. On voit aussi énormément de start-up qui se concentrent sur des technologies à des fins de réalité virtuelle, notamment dans le gaming avec Epic Games par exemple, ou dans le sport avec Virtually Life, et même dans la décoration intérieure, une société qui s'appelle Vega et qui devrait croître de manière importante. Bon, Antoine, vous connaissez ma dernière question, faut-il investir ? Oui, effectivement. Alors, contrairement aux jeux vidéo ou au streaming, la réalité virtuelle est l'un des rares divertissements à domicile qui n'a pas profité du Covid-19. Plus sceptique que prévu et peu convaincu de l'intérêt encore d'une immersion totale, le grand public est resté à l'écart des casques de réalité virtuelle qui quand même est relativement cher. Selon une étude du marché du cabinet IDC, le marché des casques high-tech devrait même chuter en 2020. Ceci étant, on anticipe un rebond assez important dans les années à venir
pour 2 raisons principales. La première explication de cette reprise annoncée, le monde d'après-pandémie va offrir à la réalité virtuelle de nouvelles occasions de prouver son utilité. Le télétravail, la formation et l'école à la maison vont tirer profit de la réalité virtuelle. Et deuxième explication, c'est le marché va sans doute aussi profiter des progrès technologiques susceptibles d'améliorer le confort des casques et de convaincre aussi de nouveaux adeptes. Donc, la réalité virtuelle est là pour longtemps, mais le marché se développe encore lentement. C'est une technologie qui a encore des défis à relever avant de plaire au plus grand nombre. Merci Antoine Fraisse-Soulier. Je rappelle que vous êtes responsable de l'analyse des marchés chez eToro France. Voilà tout de suite Smart Connect, plongé dans les coulisses et les innovations du e-commerce. Retrouvez Smart Connect au cœur de Smart Future en partenariat avec Cdiscount. Smart Connect avec une pépite française du e-commerce, Wishibam. Bonjour Charlotte Journobord, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes la présidente de Wishibam. Vous l'avez créée quand? Avec quelle idée de départ? Alors, Wishibam, c'est une entreprise qui existe depuis 5 ans. Ouais. Et l'idée de départ, c'était de se dire que le commerce physique et le commerce en ligne ne devaient pas s'opposer, mais devaient au contraire se compléter. Et donc, pour ça, on a créé une solution SaaS qui permet de créer des marketplaces locales basées sur les stocks magasins. Et on s'adresse au centre-ville, aux centres commerciaux. Et alors depuis, la société elle a bien grandi. Ah oui. Vous proposez beaucoup de services différents, c'est ça? Alors, en fait, on propose toujours les mêmes services, Ouais. mais nous, on a la particularité de s'adapter à nos clients. Donc, Mhm. c'est très, très custom. En fonction des centres-villes, là, typiquement, hier, on a lancé un projet à Metz qu'on avait gagné en appel d'offres, Ouais. où on intègre tous les commerçants de la ville de Metz pour qu'ils puissent vendre en ligne sur une plateforme e-commerce et que les clients puissent aussi faire du click and collect, du drive, de la livraison. Donc là, vous créez une marketplace 100% locale, c'est ça? 100% local, Ouais. commerce de proximité, éthique. Donc, du coup, quand on achète en ligne, finalement, on favorise les commerçants de quartier. On intègre aussi des grosses enseignes dedans pour avoir des locomotives et ça marche bien. Ouais. Alors ça, évidemment, il y a un effet Covid dans cette histoire, puisque vous aviez d'ailleurs participé à un mouvement qui avait été lancé par le ministère de l'économie qui lançait un appel à la digitalisation. C'était quand? Lors du premier confinement, c'est ça? Exactement. Alors, il y a un effet Covid, oui, mais nous, en fait, ça fait vraiment Vous 5 aviez ans qu'on lancé fait ça ça. avant, ouais, bien sûr. On a investi 8 millions d'euros pour que ce soit facile d'intégration pour les enseignes, les indépendants, les franchisés. Donc oui, on fait partie des entreprises labellisées par le gouvernement. D'ailleurs, il y a un bon exemple, c'est Angers, je crois, parce que vous étiez déjà présent à Angers, en train de développer des solutions, et là, il y a eu un coup d'accélérateur. Alors en fait, pour intégrer les commerçants de proximité, c'est vrai que le Covid, ça a aidé, entre guillemets, parce qu'ils se sont rendus compte que quand leur boutique était fermée, ils ne pouvaient pas vendre. Donc du coup, que le e-commerce, c'était un bon levier de croissance pour eux. Et finalement, ils y sont restés parce que ça génère à la fois du trafic dans leur magasin et du chiffre d'affaires sans qu'ils aient rien à faire, quoi. L'avenir du commerce, dans cette émission, on se projette toujours dans une vision à au moins 10 ans. Ce sont ce que vous faites, c'est-à-dire des magasins qui mixent le numérique, le physique? Exactement. Donc, c'est des magasins qui mixent le numérique, le physique. On travaille notamment avec des grosses enseignes sur des problématiques de live shopping, où donc du coup, c'est couplé à leur site e-commerce. Les clients se connectent, ils ont un influenceur qui leur fait les ventes, et puis derrière, ils passent achat directement sur le site. Et en fait, en 45 minutes, ils font le chiffre d'affaires d'une journée, donc ça marche plutôt bien. C'est un très bon argument, ça. C'est un très bon argument. Ouais. On travaille sur des problématiques de livraison depuis les points de vente physiques pour que les stocks soient ship prêts. from store, c'est ça? Ship from store, Ouais. Exactement. Pour que les stocks partent plus près de leurs clients, être plus rapides, moins polluants. Alors ça, justement, le ship from store, qu'est-ce que ça apporte là aussi aux commerçants, tout simplement? Alors, aux commerçants, ça leur permet d'avoir un entrepôt logistique qui est aussi un espace de vente et d'augmenter la rotation des produits. C'est-à-dire que pour un commerçant, ça coûtera toujours moins cher de faire partir le produit du magasin sur lequel il ne se vend pas très bien, plutôt que de faire partir le produit d'un entrepôt et de devoir faire une grosse remise dans son magasin. Il y a aussi ce que vous faites avec The Village Outlet, c'est quoi ça?
Ouais, alors ça cartonne. Du coup, en fait, c'est pareil. C'est un site marchand qui propose à la vente en ligne et au click and collect les produits disponibles dans un outlet qui est près de Lyon. Ouais. Et donc, si vous allez sur The Village Outlet, vous pouvez acheter Sandro, Mage Coupeuse, bientôt Polo Ralph Lauren, Nike, etc., jusqu'à moins 70%. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois le stock du magasin et les prix du magasin. Et qu'en achetant en ligne et en achetant sur le physique, vous cumulez vos points de fidélité. Donc en fait, ça renforce la fidélité du client. Mais c'est quoi? C'est presque comme un jumeau numérique du magasin physique? Ouais, en quelque sorte, on peut imaginer ça? Moi, je dis souvent que c'est le miroir digital du magasin ou du lieu physique. Donc c'est un peu ce que vous venez de dire. C'est pas mal, je vais le noter. Et en fait, l'idée, c'est de se dire qu'il faut être là quand le client a envie d'acheter. Et donc, s'il a envie d'acheter en ligne, il faut qu'il puisse acheter en ligne. S'il a envie d'acheter en magasin, il faut qu'il puisse acheter en magasin. Et ce qui est aussi hyper intéressant, c'est qu'il y a typiquement des enseignes qui avaient un site e-commerce et qui se sont dit à un moment, peut-être que ça me fait de la cannibalisation sur mon site e-commerce, je ne vois pas pourquoi je serais sur une marketplace, etc. Et qui se sont déconnectés en fait de ces marketplaces et qui ont vu en fait une perte de chiffre d'affaires qui était supérieure de 10 points à la perte de chiffre d'affaires pure commerce. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une baisse de trafic et une perte de chiffre d'affaires directe. Merci beaucoup, merci Charlotte Journobourg. Bon vent à Wishibam. Voilà, c'est la fin de cette première partie, quelques réclames de 2021. Et puis ensuite, on se plonge dans les délices de la reconnaissance faciale et plus généralement de la sécurité dans les villes intelligentes. À tout de suite. La seconde partie de ce Smart Future, on continue comme chaque semaine d'explorer la ville intelligente avec 2 rendez-vous à venir dans la prochaine demi-heure. Dans Smart Move, je vous présenterai Nomad Earth, c'est l'application qui encourage et accompagne les globetrotteuses à continuer de voyager, à oser voyager. Mais d'abord, je vous propose tout de suite notre débat sur la sécurité dans nos villes toujours plus connectées. On abordera notamment les progrès de la reconnaissance faciale. Voici Smart City. Réinventons la mobilité de demain dans Smart City avec SEAT. Comment sécuriser nos villes de plus en plus connectées? Quel rôle joue et va jouer la reconnaissance faciale? On en débat tout de suite avec Xavier Fischer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Datacalab. Et puis avec nous en visioconférence, Yannick Sourisseau, journaliste, rédacteur en chef de Ville Intelligente Mag. Bonjour Yannick, vous m'entendez bien? Je vous entends très bien, bonjour. Bon, alors un constat pour commencer, Yannick, je démarre avec vous. En 2030, on sera 8 milliards de terriens, dont près de 55% vivront en ville. On estime qu'une quarantaine de métropoles compteront plus de 10 millions d'habitants. Et je vais démarrer sur les objets connectés, Yannick Sourisseau. Ils seront évidemment omniprésents. On a une idée de ce que ça va représenter ? Je crois qu'on les trouve déjà aujourd'hui, on en a beaucoup déjà. Nos smartphones sont des objets connectés et servent justement à nous repérer aujourd'hui dans la ville. Et je pense que ces smartphones vont évoluer, vont s'ajouter à ça effectivement tous les systèmes de caméras, de capteurs qui seront omniprésents à la fois pour se stationner dans les villes, mais aussi pour évaluer nos déplacements. Et donc tout ça, tous ces objets vont remonter de l'information qui seront utilisées tout au long de notre parcours, tout au long de notre journée. Et donc on aura vraiment un suivi permanent. Et si aujourd'hui on regarde la Chine, qui est très en pointe avec un régime très autoritaire, puisqu'il utilise beaucoup ces objets sans de habitants de ce vaste pays. Oui, notamment dans ce qu'on appelle le permis ou le crédit social. On y reviendra dans un instant. Ouais. Je voyais ces chiffres, une étude publiée par Huawei, Yannick Sourisseau, en 2030. Chaque habitant possédera en moyenne 38 objets connectés. Ça donne une idée aussi du défi sécuritaire parce que, Yannick, chaque objet potentiellement peut être une porte d'entrée pour un hacker.
Complètement. On l'a vu récemment puisque les hackers sont intervenus directement dans les hôpitaux et le télétravail justement a favorisé ces portes d'entrée. Les entreprises qui ont libéré des lignes pour pouvoir faire travailler leurs salariés n'étaient pas du tout préparées à ce genre de choses. Alors effectivement, tous ces objets connectés vont constituer autant de portes d'entrée et c'est là tout le défi de la sécurité. C'est là qu'il va falloir effectivement à la fois former des entreprises des télécommunications, les utilisateurs à mieux paramétrer leur objet connecté pour éviter que effectivement des personnes mal intentionnées s'introduisent dessus. Et pour parler de la sécurité dans les hôpitaux, on pouvait imaginer que ça fonctionnait plutôt bien et celui d'Angers, par exemple, s'est fait pirater et surtout la mairie d'Angers aussi s'est fait pirater. Ce qui est encore plus grave puisque là, ce sont les services municipaux qui ont été bloqués et qui le sont encore aujourd'hui partiellement parce que des hackers se sont introduits dessus et on pense que c'est le télétravail qui a favorisé ce genre de porte d'entrée. Voilà, et ça augure effectivement d'un défi sécuritaire compliqué à relever. On va pointer un peu plus notre débat maintenant sur la question de la reconnaissance faciale. Xavier Fischer, on va parler tout à l'heure évidemment de la technologie développée par Datacalab, ce que ça ouvre comme perspective dans l'utilisation effectivement de la reconnaissance faciale et surtout des données et de l'utilisation de ces données. Peut-être d'abord un mot de l'outil. On en est arrivé à quel niveau de précision dans les outils de reconnaissance faciale aujourd'hui? Déjà, je vais vous décevoir, mais je vais commencer par ça. Nous, Datacalab, on ne fait pas de reconnaissance faciale et justement, notre but, vous ne stockez pas les images. Je sais bien, vous ne stockez pas les images, mais le point de départ, c'est quand même une personnalité qui est ou une attitude qui est filmée. Une attitude, mais pas une personnalité, justement. Et la différence est très importante dans le sens où je vais vous donner un exemple. Si vous me donnez 1000 images de chat, je vais créer un algo qui détecte un chat. 1000 images de visage, je vais détecter un visage. 1000 images de Xavier, je vais détecter Xavier. Et ça s'appelle de la reconnaissance faciale. En fait, la vraie différence entre les deux sujets, c'est la différence entre une statistique et un fichier. Le fichage, c'est lier quelqu'un à une identité, donc c'est de la reconnaissance faciale. Notre but, je sais bien que c'est pas ce que vous voulez faire, mais moi je voulais quand même que vous, parce que c'est un secteur que vous connaissez très bien, que vous me disiez où on en est de la précision des outils d'intelligence artificielle couplés à des caméras. En fait, si vous voulez, il y a plusieurs sujets. En fait, pour faire de l'analyse de l'image en tant que telle, il y a d'abord la question de collecter des bases de données. Et donc là, la question qui se pose, c'est où est-ce qu'on collecte ces bases de données-là? Parce que de par le RGPD qu'on a en Europe, on ne peut pas utiliser d'images qu'on collecte en conditions réelles. Ensuite, il y a la puissance de l'algorithme et enfin la puissance de l'ordinateur qu'on va utiliser pour faire tourner les algorithmes qu'on a créés. La technologie, pour répondre à votre question, elle est mature. Elle fonctionne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, reconnaître un visage dans l'espace public, compter des gens, compter des voitures, c'est des choses qui marchent. La vraie question qui se pose maintenant, c'est qu'une fois que la technologie fonctionne, ce sur quoi il faut réfléchir, et ce qui n'est pas encore totalement bien cadré, c'est la façon dont on utilise la technologie. Parce qu'en fait, c'est la même question que depuis toujours. En fait, la technologie permet de faire des choses, mais la question, c'est quels usages sont acceptables et acceptés. Et donc, le RGPD, c'est vraiment une loi autour des data, mais la réglementation autour de l'analyse de l'image, de la reconnaissance faciale. Avant-hier, il y a des premiers textes qui ont été sortis par l'Union européenne justement là-dessus. C'est vraiment les prémices. Et donc, la technologie est là. Mais justement, en Europe, de par le RGPD, qui est bien restrictif, et c'est bien, en fait, c'est encore les prémices, parce que les conditions de déploiement ne sont pas encore au rendez-vous. Alors, maintenant, je voulais poser la question sur le Datacalab. Qu'est-ce que c'est, en fait? Comment vous utilisez cette technologie et pour en faire quoi? Notre but, justement, c'est de ne pas commercialiser uniquement une technologie, mais des usages. Donc, en fait, depuis le démarrage, on a créé notre entreprise il y a 4 ans, dans le but de commercialiser des usages éthiques. Donc, de faire que de la statistique. Justement, dans la vidéo que vous voyez ici, vous avez un flux vidéo à gauche, normal, et à droite, vous voyez ce que voient nos algorithmes. Donc, des carrés verts, des carrés rouges. Alors, je ne suis pas sûr que l'image soit à l'antenne, donc j'aimerais bien qu'on la mette pendant que vous la commentez, parce qu'on la voit, nous, sur notre écran de contrôle, mais je ne suis pas sûr qu'on l'ait à l'antenne. Voilà. Donc là, on l'a. Allez-y, commentez-la. Donc, ce qu'on voit à droite, en fait, c'est ce que nos algorithmes vont voir. Des carrés de couleurs. Donc là, on voit un carré vert, un masque. Là, on va voir un masque bien porté, mal porté. Notre idée, c'est que si vous passez 2 fois devant notre caméra, vous allez être compté comme 2 personnes différentes. On ne veut surtout jamais stocker l'identité. Parce que, comme le disait la personne qui parlait juste avant sur la sécurité de tous ces systèmes, en fait, ce qui est dangereux quand on envoie des données sur Internet, c'est que rien n'est vraiment sécurisable aujourd'hui. Tout peut se faire hacker, il y a plein d'objets connectés. Et donc, en fait, vu que nous, on a conçu dès le départ que, en fait, le coffre-fort pouvait jamais vraiment être totalement fermé, on s'est dit ne remontons aucune donnée sensible sur Internet. Et donc, on a développé une technologie qui s'appelle du edge computing, qui consiste à traiter les données en local depuis les caméras
pour ne jamais garder l'image. C'est-à-dire que l'image, elle n'est jamais stockée. Elle n'existe pas. Elle est tout de suite transformée en données. En 100 millisecondes, pour vous donner le chiffre exact. Ça va vite. Exactement. L'idée, c'est que personne ne la voit. Ouais. En fait, on utilise des caméras déjà existantes. Et ce qu'on va garder, c'est de la même façon que quand vous allez dans un concert, enfin, quand il n'y a pas le Covid, vous avez des gens avec des clickers qui vont compter le nombre de personnes. Bah, nous, par exemple, sur le taux de port de masque, on va savoir toutes les 20 minutes dans le métro combien de gens viennent de passer et combien de pourcents d'individus portent le masque. Donc là, on est dans un usage très actuel, hein, qui est testé, qui est en production maintenant. Qui est en production, parce qu'il y avait des problèmes de réglementation aussi pour pouvoir utiliser cette technologie. C'est vrai qu'il y a une question de maturité de l'opinion et des législateurs. Exactement. En fait, si vous voulez, pour rappeler un petit peu tout ce qui s'est passé, nous, donc, on a créé ces produits, on a travaillé avec la RATP, avec la ville de Cannes sur les marchés, donc David Lisnard qui nous a permis de déployer là-bas. On a rouvert les marchés avant le 11 mai parce qu'en fait, on leur donnait tous les jours des statistiques sur le taux de port de masque pour lancer des distributions de masques et vraiment utiliser ça avec pédagogie, bienveillance, pas du tout de verbalisation. C'est pour ça qu'on envoyait les données que toutes les 20 minutes. Oui. Comme ça, on est certain que, par exemple, à la station Châtelet-Les-Halles, 20 minutes après, bah, vous êtes à 10 stations de là. Donc, on ne peut pas du tout vous contrôler grâce à ces datas. On est allé voir la CNIL parce qu'en fait, on a vraiment créé notre modèle dans le concept de privacy by design, qui est de créer en fait, tout ça dans le respect du RGPD. Et en fait, ce qu'on nous a dit à la fin, c'est qu'il manquait un cadre légal parce que le RGPD ne prévoyait pas encore totalement l'analyse. Vous étiez allé trop vite, quoi, par rapport au cadre légal, en quelque sorte. En quelque sorte. Il est en train de se mettre en place, exactement. Ce cadre. En fait, donc, plusieurs acteurs ont été consultés. Et le 11 mars dernier a été publié en fait un décret qui permet pour la première fois de couvrir un petit peu l'utilisation à l'échelle dans les transports de l'analyse de l'image pour compter le taux de port de masque. Parce que l'utilité, et en fait le principe même du RGPD, c'est une question de balance des intérêts. Et en fait ce qu'on faisait simplement, c'est qu'on permettait d'avoir des datas pour savoir que sur les 100 000 personnes qu'on comptait tous les jours, bah, il y avait 95% de masques le matin, 85% l'après-midi. Parce qu'on se posait une question qui était comment on gère l'approvisionnement de masques. Mais la deuxième question, c'est comment vous les utilisez bien. Parce que si 100% des gens ont leur masque, c'est pas la peine d'en distribuer. Et donc le but, c'est de trouver de la technologie bien utilisée, avec un juste équilibre entre intérêt public et droit privé. Ouais. Et donc on voit là vraiment, on est dans une utilisation actuelle, mais qui nous projette aussi dans le futur de cette technologie du Data Calab. Yannick Sourisseau, je reviens avec vous, parce que vous avez commencé à en parler tout à l'heure de la Chine, mais je voudrais qu'on détaille un peu comment, alors là pour le coup on est dans l'utilisation des images, hein, très clairement, Xavier, comment en Chine les images de reconnaissance faciale, les images de caméras dans les rues sont utilisées aujourd'hui? Bah d'abord, la Chine est le premier pays, et de loin, qui installe des caméras. On comptabilise aujourd'hui 20 millions de caméras sur le territoire chinois pour surveiller à la fois les promeneurs, mais aussi tous les criminels. Bon, ça c'est un peu classique, mais on voit que ça dérive aujourd'hui sur la surveillance, par exemple, des populations ouïghours ou sur ce qui s'est passé à Hong Kong. Alors aujourd'hui, on va même plus loin, puisque pour avoir un téléphone mobile, ben, il faut passer par un système de reconnaissance faciale, c'est-à-dire qu'on va associer à la fois les communications à une identité clairement authentifiée. C'est-à-dire qu'on est pleinement en Chine, dans un pays autoritaire qui bafoue la liberté individuelle. Ça, c'est quelque chose qui est connu et reconnu, et la Chine ne s'en cache pas. La difficulté avec la Chine, c'est qu'ils produisent aussi le matériel. C'est pour eux une arme à la fois politique et industrielle. Et donc le risque, et certains s'en sont déjà emparés, c'est que la Chine stocke des images, y compris pour le matériel qu'elle envoie à l'extérieur du pays. On utilise tous aujourd'hui des ordinateurs, des téléphones mobiles, du matériel de captation qui est produit en Chine. Donc ça présente toujours un risque, et c'est à un moment ou un autre, il va falloir harmoniser ce genre de choses, parce qu'on a un réel problème, effectivement, avec le stockage des images. Alors j'étais ravi d'entendre ce que dit la personne sur le plateau. Je ne connaissais pas le système, donc ça, je trouve ça intéressant, de ne pas stocker les images, parce que c'est ce qui fait peur en France, c'est le stockage des images, et qu'est-ce qui va pouvoir en être fait derrière. Il n'y a vraiment pas de coffre-fort, effectivement, et elles peuvent être utilisées contre les citoyens, et c'est vraiment ça ce qui est grave. Oui, peut-être qu'on peut pousser encore un peu le curseur, Yannick, sur la Chine, et donc ce système de permis social ou de crédit social, comment ça fonctionne ?
Alors, en fait, il identifie en fait les objets qui vont être connectés, et c'est au travers de ça qu'ils vont pouvoir, eux, capter les informations. Au-delà, c'est ce qu'on suppose fait avec, par exemple, Google ou enfin les GAFA d'une manière générale. Eux, ils se sont autorisés à le faire directement, c'est-à-dire à capter vos informations sur tous vos objets connectés et les traiter. Et les Chinois n'ont pas leur mot à dire, sinon c'est le camp d'internement, quoi. Oui, c'est ça. Et on fait la différence entre, je mets des guillemets, les bons et les mauvais citoyens, avec plus ou moins de liberté en fonction des points sur ce permis, sur ce crédit social qui fonctionne grâce à la surveillance généralisée. Voilà, on leur attribue des points, c'est-à-dire que c'est un peu comme à l'école, il y a une cinquantaine d'années, on leur attribue des bons points. Il y a les bons citoyens chinois et les mauvais citoyens chinois. Alors, c'est quand même grave d'en arriver à ce stade-là, c'est-à-dire que là, ils sont vraiment totalement inféodés, et donc c'est quelque chose qu'on ne voudrait pas voir arriver en Europe. Bon, ceci dit, on est extrêmement bien protégé par effectivement des lois, mais un certain nombre de textes, mais on sait très bien, entre guillemets, qu'il y en a certains qui voudraient aussi en passer par là. Il y a un certain nombre de personnes qui aimeraient qu'on soit encore plus protégé, contrôlé. On n'en a pas parlé, mais c'est l'exemple, par exemple, de Ville-du-Comanis, où il y a une population quand même assez vieillissante, qui a un fort patrimoine et qui voit d'un mauvais œil que des malfrats, par exemple, viennent taguer leur maison ou détruire leur voiture. Alors donc, ils sont tout à fait d'accord avec le maire pour installer des caméras et demain de la reconnaissance faciale. Oui, c'est vrai que Nice se présente même souvent comme la première safe city à la française. Mais c'est vrai aussi que ça peut être un outil de lutte contre la criminalité et le terrorisme quand même, il faut le dire, cette technologie de reconnaissance faciale. Ah mais c'est justement tout le sujet en fait, c'est que le problème, c'est que la technologie est vraiment présente, pour revenir sur votre première question, mais que les usages n'ont pas été pensés encore, parce que ça ouvre tellement de pans en fait, de réflexion par rapport à la sécurité, par rapport à la santé. Demain, vous allez aider des malades, justement, parce qu'on va pouvoir quantifier la douleur des gens, etc. Il faut réfléchir en fait au cas par cas sur les usages qu'on veut réglementer ou non. Parce qu'en fait, le problème qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on est dans un monde hyper compétitif et hyper international. Et je reviens sur la remarque qui a été faite tout à l'heure. Aujourd'hui, nous, on lutte du nivellement par le prix, parce que les acteurs chinois, par exemple, une technologie de comptage, ils vont la vendre pas cher parce qu'ils l'ont vendue partout dans le monde aujourd'hui. Et comme on n'est pas encore assez acculturés au RGPD, donc les Data Protection Officers, qui sont les gens qui vont acheter ces solutions-là en Europe, savent pas exactement comment bien interpréter le RGPD, parce que c'est tout nouveau. Bah en fait, ils vont choisir la solution la moins chère. Sauf que la solution la moins chère, elle n'est pas encore totalement bloquée par nos lois et par l'adaptation du RGPD au niveau d'analyse d'image. Et donc nous, en fait, si vous voulez, ce pourquoi on milite, c'est pour expliquer que la différence par le prix, on ne pourra jamais la faire. Parce qu'en fait, développer ce qu'on fait, ça nous a mis 4 ans. Si moi, je voulais développer la technologie, la même, mais sans éthique, avec stockage d'images, je sais la faire en 3 semaines. Et ben, on a dû payer 15 personnes pendant 4 ans. Et donc, bien entendu, qu'on ne peut pas vendre la même chose que celui qui va développer ça en 3 semaines. Et donc, la vraie grande question, et c'est assez passionnant, c'est de réfléchir d'un côté à quels usages on accepte et comment on se protège aussi des technologies un peu liberticides qui sont déjà développées partout dans le monde. Tout en restant compétitif, parce qu'à la fin, Amazon, par exemple, pour ne reparler que, mais c'est le sujet de compétition dont on a parlé en octobre dernier au moment du Black Friday, on était là en France à se dire, bon, comment on fait pour permettre à nos petits commerçants d'être compétitifs ? Bah, la prochaine tarte à la crème de compétition, c'est l'analyse de l'image. Oui, effectivement. Et alors, il nous reste un peu plus d'une minute. Je voudrais, Xavier, que vous développiez, parce que vous dites, on peut aider à évaluer la douleur grâce à l'analyse du visage de quelqu'un. On peut faire plein de choses. Aux émotions. Si vous voulez, en fait, on peut détecter des muscles du visage. En fait, moi, j'ai pas fait ça chez Datacalab, mais avant de travailler chez Datacalab, je travaillais aux États-Unis dans une entreprise qui s'est fait racheter par Apple pour faire Face ID. Et on travaillait avec l'université de San Diego pour détecter le niveau de douleur sur le visage des patients, pour envoyer des informations aux infirmières pour leur suggérer d'augmenter ou de diminuer le niveau de morphine. C'est vachement éthique comme question. Et qui va décider demain jusqu'où la technologie va aller ? Nous, en fait, on n'attend qu'une seule chose aujourd'hui, c'est qu'on en parle. Il faut beaucoup plus en parler parce que, en fait, là, je viens de citer un sujet, j'en ai 50 dans mon sac à dos, des sujets comme ça, d'éthique, qu'il faut débattre pour réfléchir au monde qu'on veut créer demain. Et c'est maintenant que ça se passe, parce que si on ne se protège pas, qu'on ne réfléchit pas, qu'on ne réglemente pas, bah, le problème, c'est qu'on va subir, quoi. Et ben voilà, on a eu une petite fenêtre pour exprimer ça aujourd'hui sur Bismart. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Merci Yannick d'être intervenu dans ce débat. Tout de suite, c'est Smart Move, notre rubrique mobilité. On part en voyage aujourd'hui.
Smart Move, c'est notre rubrique consacrée aux nouvelles mobilités. Et aujourd'hui, je vous le disais, on part en voyage. Et je vous présente Kim Yoo-jong. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la fondatrice, la présidente de Nomad Her. Alors, vous êtes sud-coréenne, c'est ça? Oui. Mais vous avez fait vos études en France? Racontez-moi. Oui. Et donc, en 2018, je suis venue en France pour étudier à Sciences Po Paris. Et j'ai toujours voulu monter une boîte, mais je ne savais pas sur quel sujet. Et comme évidemment, on est à Paris, la ville le plus touristique de le monde entier, j'avais l'occasion de rencontrer beaucoup de voyageuses. À Tour Eiffel, l'hôtel, partout. Et j'ai parlé avec presque plus de 1000 voyageuses. Et on a découvert il y a toujours la même difficulté concernant un voyage en solo. Ouais. C'est vrai qu'il y a un a priori souvent négatif sur le fait que les femmes voyagent seules. On se dit « Ah mais c'est pas possible, elles peuvent pas voyager seules ». Donc vous avez créé Nomad Her. C'est quoi exactement Nomad Her? J'aime bien cette question. Et, donc Nomad Her, c'est une application pour les globetrotteuses pour encourager de voyager en solo de manière plus sécurisée. Alors c'est quoi exactement? Imaginez un jour votre femme ou votre fille et vous voyagez en solo. Déjà, avec l'application Nomad Her, vous pouvez trouver les hébergements accueillants pour les femmes. Et vous pouvez aussi trouver co-voyageuses, les femmes locales. Aussi participer dans les événements inspirants, comme OK, comment je peux voyager en solo? Et après de cette expérience, vous pouvez partager votre expérience sur l'application Nomad Her. Et alors, vous-même, vous avez voyagé en solo dans quoi, plus de 40 pays, c'est ça? Oui, 44 pays maintenant. 44 pays, vous avez une petite liste comme ça, quelques-uns pour nous faire rêver un peu, on va voyager grâce à vous? En fait, je pense que quand j'avais 22 ans, j'ai commencé de voyager en solo à partir de Paris jusqu'à Corée du Sud en transsibérien. Il faisait moins 40 degrés. Pourquoi j'ai voyagé en solo? Parce que les gens ils m'ont dit que « Yo, écoute, le monde est grand ». Et j'ai voulu savoir, OK, le monde est grand, je vais voir si le monde est si grand. Pour cette raison, au lieu de prendre l'avion, j'ai choisi de voyager en train. Et à partir de ces expériences, j'ai voyagé au Mexique, Cuba, Palestine, Israël et maintenant en France. C'est merveilleux. Et donc, il y a un côté... communauté sur cette appli Nomad Her. C'est-à-dire que celles qui ont déjà voyagé en solo partagent les bonnes pratiques, les bons conseils, c'est ça? Tout à fait, exactement. Je pense qu'il y a la solidarité entre les femmes de le monde entier. Par exemple, quand je suis partie en Turquie tout seul, j'étais dans un bus et une femme locale elle m'a approchée, elle m'a dit que, écoute, on va prendre le bus pendant la nuit et je serai là si tu as toujours quelques problèmes. Donc, Nomad Her, c'est une communauté pour vraiment montrer que si j'ai bien fait, j'ai voyagé en solo, toi, tu peux réussir aussi. Et ça peut être l'histoire de quelqu'un qui a 15 ans et Elisabeth qui a 71 ans. Oui. Qui a raconté, qui a partagé son expérience sur l'application? Oui, en fait, sur l'application Nomad Her, Elisabeth, elle a 71 ans et elle a raconté son histoire, comment elle a commencé de faire un surfing malgré son âge. Et elle nous a raconté que voilà, moi j'ai fait mon première étape, c'est mon aventure et si j'ai fait, vous pouvez aussi le faire. Ouais. C'est quoi les freins? Alors moi je vais vous dire mes a priori. Le premier frein, c'est quoi? La peur peut-être? Oui, et c'est plutôt le manque de confiance en soi. Imaginez, un jour, je ne parle pas le portugais, je vais au Brésil tout seul ou au Maroc. Le premier frein, c'est est-ce que je suis capable de faire, est-ce que je suis capable de voyager en solo? Donc 74% des femmes, elles veulent voyager en solo, de le monde entier, mais 80% des femmes, elles ont toujours la même difficulté concernant la sécurité et manque de confiance en soi. Et la deuxième, ça sera plutôt les dépenses. Parce que c'est vrai que quand on voyage tout seul, c'est plus cher quand on voyage avec les autres. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas aussi le regard des autres? C'est-à-dire qu'il y a
il y a le fait de ne pas avoir forcément suffisamment confiance en soi, mais il y a aussi la façon dont les autres jugent une femme seule qui voyage. C'est trop marrant parce qu'en fait, ma mère, un jour, elle m'a raconté qu'elle a voyagé tout seule. Il y avait des gens qui ont pensé que, OK, c'est une femme, elle avait un divorce, elle a perdu son, je sais pas, mari, pourquoi elle voyageait tout seule. Donc, c'est vrai que dépendant de la culture, peut-être il y aura les préjugés, mais on voit il y a plus en plus de femmes qui voyagent tout seules. Oui. Vous êtes aussi ambassadrice du Girls 20. C'est une femme représentant chaque pays du G20. Vous travaillez sur la question de l'autonomie des femmes. Ça rejoint vraiment ce que vous faites avec Nomad Her. Je pense. Et écoutez, si vous regardez ce programme aujourd'hui, je voulais toujours dire que c'est maintenant, aujourd'hui, où on peut faire un changement pour le monde entier. Parce qu'avant, j'ai pensé que, OK, un jour, quand j'ai 50 ans, 60 ans, peut-être je peux faire quelque chose pour le monde entier. Mais j'ai découvert qu'en fait, il n'y a pas l'avenir, il n'y a pas le futur. Maintenant, on peut faire un grand changement pour les autres personnes. Et par G20, Girls 20, on essaye de montrer qu'il y a beaucoup de femmes qui vraiment essayent de montrer la société que si j'ai bien réussi de changer le monde, toi, tu peux le faire aussi. Et ben voilà, la force de l'exemple. Merci beaucoup, merci d'être venu présenter Nomad Her. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Olivia Hieré-Dobré et à toutes les équipes de Bismart, voilà, qui m'entourent chaque jour dans mes différentes émissions. La semaine prochaine, ce sera un nouveau Smart Future, le week-end. Et puis, dès lundi, Smart Impact, l'émission de la RSE, la responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Salut à toutes et à tous. Vous pouvez revenir en avril 2021. Ce programme vous a été présenté par SEAT.